Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi 29 janvier. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, invités, découvertes, rencontres et votre météo à venir. Les prévisions économiques en matière de croissance et de stratégie d'investissement à travers le monde ont été l'objet de la conférence annuelle ce matin du groupe Edmond de Rothschild. Elles ont été détaillées par son économiste en chef Mathilde Lemoine qui dans un instant nous dévoilera les grandes tendances 2025. La suite est la fin des cérémonies des vœux de nos institutions, avec aujourd'hui celle du Conseil national. L'anniversaire de TMC, les 70 ans de Télé Monte Carlo, souvenirs cathodiques, quotidiens et à venir, avec le directeur du site monégasque pendant 35 ans, Olivier Mercier. Et avec ceux qui font Monaco, nous nous rendrons ce soir sur le port de Fontvieille au Gerhards Café. Enfin, nous prendrons des nouvelles de nos tennisman monégasques opposés ce week-end à une redoutable formation portugaise en play-off du groupe 1 de Coupe Davis. L'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, l'INSEE, vient de dévoiler les résultats de l'enquête ESPAD 2024 dans la salle Armand Lunel du lycée Albert Ier. Pour rappel, cette enquête ESPAD sur l'addictologie des jeunes à la drogue et à l'alcool interroge les adolescents scolarisés sur leur comportement en matière de santé. Plus de détails avec Crescinda Petit-Homel sur des images d'Alexandra Marangoni. Une enquête indispensable pour connaître l'état de santé de nos jeunes, réalisée en avril 2024 dans tous les établissements scolaires de la Principauté. Cette enquête, menée tous les 4 ans dans 35 pays européens, apporte beaucoup pour Monaco. C'est important de savoir pour nous quel est l'impact des politiques que nous menons visant à prévenir et à prendre en charge ces addictions. Et puis c'est intéressant de savoir comment on se positionne par rapport aux 35 autres pays qui réalisent dans les mêmes conditions les mêmes études et qui du coup nous permettent de nous situer à l'échelon européen sur cette problématique. Une enquête qui interrogeait des adolescents âgés de 15 et 16 ans sur leur usage en matière de tabac, alcool et autres addictions. Plus de 1300 élèves ont donc répondu à cette enquête de manière anonyme, soit plus de 90% de taux de réponse. Et si la pratique des jeux d'argent et de hasard s'est atténuée en 2024 et ne concernerait qu'une partie réduite des lycéens de Monaco, qu'en est-il des produits de consommation à risque tels que le tabac, l'alcool et le cannabis? La bonne nouvelle, c'est que la plupart des indicateurs ils sont à la baisse, très nettement. Sur le tabac, pour la première fois, moins de la moitié des lycéens déclarent avoir déjà fumé au cours de leur vie, alors qu'ils étaient plus de 55% il y a 5 ans. Ils sont plus que 36% cette année, donc ce sont des bonnes nouvelles. Également, l'alcool est à la baisse aussi et le cannabis a fortement chuté. On a moins d'1 élève sur 5 qui est concerné par le cannabis, par l'expérimentation en tout cas en 2024. La cigarette électronique, ça contraste avec cette tendance puisque c'est le seul produit qui s'est déjà nettement installé il y a 5 ans. Son usage a à présent dépassé celui des cigarettes traditionnelles. Il y a aussi une baisse sur l'expérimentation, sur les usages récents. En revanche, on a de plus en plus de lycéens qui l'utilisent quotidiennement. C'est le seul indicateur qui est en hausse de toute l'étude, c'est l'usage quotidien de cigarettes électroniques. À noter également que l'utilisation d'Internet et notamment des réseaux sociaux s'est accélérée en 2024. Quels seraient alors les dangers pour nos lycéens? Les risques de consommation ou de comportement, c'est l'usage excessif, donc à risque, et de rentrer dans l'addiction. L'addiction, ça veut dire qu'on va avoir des phénomènes de sevrage, de dépendance. Donc on agit au niveau du cerveau, au niveau de la concentration, au niveau de l'attention, au niveau du sommeil, au niveau de l'humeur, de l'anxiété, donc ça touche vraiment tout le côté psy, mais que ce soit les substances ou les comportements, à partir du moment où l'addiction, la définition de l'addiction, c'est l'impossibilité de résister à consommer ou à un comportement. Et effectivement, ça peut être tout à fait obsédant et ça bouleverse et ça perturbe l'équilibre normal. Et si la plupart des lycéens évaluent leur bien-être de manière positive, la question du sommeil paraît constituer un réel enjeu puisque la plupart d'entre eux avouent ne pas se réveiller de manière alerte le matin. Vous pouvez retrouver le rapport complet sur le site www.imse.mc.
Suite à la disparition de son Excellence le ministre d'État Didier Guillaume, l'Organisation des Nations Unies avait mis en berne ses drapeaux jeudi dernier, jour de deuil national en principauté. Son secrétaire général Antonio Guterres a tenu à rendre hommage lui aussi au chef de gouvernement monégasque en signant le registre de condoléances ouvert au sein des bureaux de la mission permanente de Monaco à New York. Il a salué, je cite, ce grand homme d'État qui aura incarné avec constance les valeurs de progrès humain et social. Et puis à Monaco ce matin se sont tenus les traditionnels vœux à la presse du Conseil national, des vœux décalés en raison du décès du ministre d'État. Thomas Brezzo, entouré de 9 de ses conseillers nationaux, a bien sûr présenté les grands dossiers 2025 et tous autour du président du Conseil ont été unanimes pour saluer le travail effectué par Didier Guillaume. Thomas Brezzo avec Fabien Bonilla. Je pense qu'il a apporté une nouvelle manière de gouverner, une nouvelle manière de gérer les dossiers. Alors, je ne pense pas que ce soit des méthodes révolutionnaires, mais c'est simplement le bon sens, et qui sont liées aussi à ses qualités humaines, notamment la loyauté et la transparence et le respect aussi. Déjà, on peut voir l'efficacité de l'avancée de certains dossiers en 4 mois, quand d'autres ont passé plus d'années avec moins de résultats. Alors, les résultats, on ne peut pas dire qu'ils soient là aujourd'hui, mais en tout cas, les choses ont avancé, ont été mis sur des rails. Il faudra continuer effectivement ces travaux-là pour l'avenir dans le respect de ce qui a été instauré. La suite, vos liens, vos prochains rendez-vous avec Madame Isabelle Biro-Hamadi. Là déjà c'est entre nos secrétariats généraux et nos chefs de cabinet, c'est l'organisation du planning de l'année avec l'organisation de toutes les réunions privées et de toutes les réunions publiques qui vont avoir lieu au fil de l'année pour pouvoir organiser le travail qui va être fait avec les sujets bien évidemment prioritaires tels que l'opération intermédiaire, le CTBD, le centre commercial de Fontvieille, les sujets tels que TV Monaco. On pourra aborder ces sujets au cours des réunions. Donc, puis en plus le vote de lois de budget rectificatifs primitifs en fin d'année et les séances législatives qui continuent bien évidemment. Donc il y a du travail. Ce matin, au Yacht Club de Monaco, se tenait la conférence annuelle consacrée à la stratégie d'investissement du groupe Edmond de Rothschild Monaco. L'occasion de faire le point sur les tendances économiques 2025 avec ce soir la chef économiste de l'institution bancaire, Mathilde Lemoine. Bonsoir madame. Bonsoir. On va s'intéresser avec vous à cette croissance qui nous impacte tous, bien sûr, dans notre vie au quotidien. Quelles sont les prévisions, les grandes prévisions, en tout cas déjà pour cette année 2025 ? Nous nous attendons à un ralentissement de la croissance mondiale, en particulier à cause de l'Europe, plus précisément de la zone euro, dont les fondamentaux sont très très dégradés et qui n'est pas capable de mener une politique d'investissement massive comme le font les Américains et les Chinois. Même aux États-Unis, où des investissements massifs sont prévus, la croissance pourrait ralentir. En effet, la perspective d'augmentation de droits de douane comme enjeu de négociation engendre une incertitude sur, évidemment, les perspectives d'investissement des entreprises, mais aussi dans le monde entier. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui nous laissent anticiper un ralentissement de la croissance mondiale pour 2025. Mais il y a des secteurs, peut-être, ou des régions qui pourraient, je ne sais pas moi, tirer leur épingle du jeu dans cette année ? Les États-Unis, oui, bien sûr. Par exemple. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont changé d'objectif de politique économique. Au premier plan, c'est la croissance, mais c'est la souveraineté nationale. Et la souveraineté nationale, pour les Américains, passe par la souveraineté économique, par la puissance économique. Du côté de la Chine aussi, les Chinois ont décidé que la croissance était très importante, même si les perspectives de croissance sont un peu dégradées. Et ils mettent en place des politiques de soutien budgétaire relativement plus importantes qu'en 2024. En revanche, comme je le disais, zone euro, Asie hors Chine, les gouvernements essayent de limiter les sorties de capitaux, essayent de rassurer les investisseurs, mais ils ont du mal et donc ça va peser sur leur croissance domestique. J'aimerais, ça ne vous dérange pas, rester, Mathilde Lemoine, sur ces tensions aujourd'hui qui animent évidemment le paysage politique à notre planète, ces tensions entre les USA et la Chine, au-delà des grands conflits mondiaux. Quel impact ça peut avoir, ces fameux droits de douane, par exemple ? Alors, les droits de douane ont plusieurs impacts. Il y a plusieurs canaux de transmission.
Alors, l'augmentation de droits de douane, ça renchérit les prix des biens importés et ça se traduit par généralement une baisse de la consommation, une baisse de la demande, mais pas seulement. Ça se traduit aussi par une augmentation des coûts de production des entreprises et donc ça peut déstabiliser les chaînes de valeur, les circuits d'approvisionnement des entreprises. Donc vous le voyez, ça va jouer sur les deux aspects de l'économie, aussi bien les ménages que les entreprises. Et il y a un troisième facteur qui nous intéresse, nous particulièrement, et qu'on observe de façon très attentive, c'est la potentielle dépréciation des monnaies. On a vu que l'impact des droits de douane sur la Chine avait été limité par la dépréciation de la monnaie chinoise lors du premier mandat de Donald Trump. On pourrait voir que les monnaies se déprécient dans le monde relativement au dollar et ça, c'est une source d'instabilité qui aujourd'hui n'est pas tellement étudiée, mais qui nous inquiète. On reste justement dans le domaine de la monnaie parce qu'il y a un secteur qui intéresse le monde entier aujourd'hui. Autant en risque qu'en opportunité, c'est la crypto-monnaie. Est-ce que c'est le secteur d'avenir que l'on annonce depuis un petit moment maintenant, comme l'intelligence artificielle qui va arriver aussi dans le domaine des discussions? Ce qui intéresse dans les crypto-monnaies, c'est la technologie. Le problème, c'est que les législations sont encore très instables. On a vu que le gouvernement américain voulait faire des États-Unis un leader dans la technologie des crypto-monnaies et qu'il y a plusieurs groupes de travail qui avaient été lancés par Donald Trump, mais aussi par les autorités boursières américaines. Donc on ne connaît pas encore le cadre réglementaire dans lequel vont se développer les crypto-monnaies. Donc c'est ce qui nous invite à la prudence, mais encore une fois, c'est une technologie qui va être développée par l'ensemble des acteurs et en particulier les Américains, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Des Américains qui sont toujours dans un combat avec la transition écologique, on le sait. Dans ce contexte de lutte contre le changement climatique, est-ce que des investisseurs vont avoir un rôle à jouer? Est-ce qu'ils vont aligner leur portefeuille peut-être sur ces enjeux différemment? Clairement, vous savez, il y a la macroéconomie, il y a les évolutions institutionnelles et puis il y a l'engagement des chefs d'entreprise, des citoyens, des salariés, des travailleurs. Ce qu'on voit, c'est que les perspectives de réchauffement climatique génèrent une instabilité. Il y a un choix de court terme qui est fait par les Américains et les Chinois, qui est le choix de la croissance à court terme. Les Européens font un choix de plus long terme, ils font le choix de la stabilité de la croissance, justement en investissant à court terme, ce qui est très coûteux dans la transition énergétique. Je pense tout à fait qu'on peut réconcilier les deux objectifs, c'est-à-dire faire en sorte que l'Union européenne ne soit pas totalement déconnectée du reste du monde, en investissant dans des technologies vertes, mais compte tenu de leur faible rentabilité à court terme, il faut que les gouvernements européens s'entendent pour faire un grand plan d'investissement, pas forcément public, mais en soutenant l'investissement privé dans la réduction des émissions de CO2 et surtout l'efficacité de la production. Aujourd'hui, c'est une des grandes faiblesses de l'Union européenne. L'Union européenne a sous-investi de façon tout à fait chronique. Ça pèse sur l'incitation à investir en Europe, dans l'absolu, et donc en particulier dans les technologies vertes, mais on peut tout à fait renverser la tendance et éviter que les investisseurs européens préfèrent aujourd'hui investir aux États-Unis compte tenu des crédits d'impôt qui leur sont attribués. Merci en tout cas pour votre éclairage aujourd'hui sur Monaco Info. Mathilde Lemoine, je rappelle que vous êtes chef économiste au sein du groupe Edmond de Rothschild. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Grande semaine de sport pour nos équipes monégasques, football, basket, rugby, le rallye historique tout de même, et le tennis avec ce week-end, les playoffs du groupe 1 en Coupe Davis pour nos monégasques qui auront fort à faire face à une équipe portugaise en pleine confiance en ce moment. Et avec le soleil retrouvé, Alban Jean-Jean s'en est allé avec Arnaud Humbert prendre la température du côté des Rouges et Blancs sur leur terre au Monte Carlo Country Club. Ce sont les premiers échanges d'une campagne 2025 en Coupe Davis. Après une victoire au Maroc au mois de septembre, les joueurs monégasques s'apprêtent à recevoir le Portugal pour le premier tour de qualification du groupe 1. Une rencontre qui demande du travail face à des joueurs très bien classés. Ils sont très forts, donc voilà, ça va surtout être
être ça. Donc on essaye de se concentrer sur nous, de déjà progresser et de retrouver nos repères sur terre battue parce qu'on jouait tous sur dur avant. On a vraiment envie de passer à l'étape supérieure. Après on sait quand même que là on joue une équipe qui est très costaud, donc on va devoir vraiment jouer notre meilleur niveau pour les battre. Après, on reste confiant parce qu'à la maison, on a quand même souvent gagné. Ça fait quand même plaisir aussi de jouer des équipes fortes parce que ça veut dire que c'est là où on veut être et ça veut dire qu'on est de plus en plus haut au niveau de la compétition. Chacun a sa particularité, mais je pense qu'à ce niveau-là, il faut vraiment déjà se concentrer sur nous-mêmes, faire de notre mieux et je pense qu'on parlera un petit peu plus en sérieux, approfondi de chaque joueur les quelques heures avant les matchs, mais pour le moment, on se focus beaucoup plus sur nous-mêmes. C'est la première fois qu'on va jouer une équipe aussi forte, donc je pense que pour tout le monde, il y a beaucoup d'excitation et ça va être une belle rencontre. Les rencontres se joueront ce week-end. 26 nations vont se disputer une place pour le deuxième tour. Côté monégasque, la sélection officielle ne sera connue que vendredi. Lors de ce week-end de qualification, 2 simples seront joués le premier jour, puis un double et 2 simples le deuxième jour. Et on va saluer ce soir, comme il se doit, l'anniversaire d'une toute proche consoeur, TMC, Télé Monte Carlo, qui a fêté hier soir ses 70 ans. L'occasion de revenir avec le directeur du site monégasque pendant plus de 30 ans, Olivier Mercier, sur les grandes heures, les Madeleines de Proust de sa chaîne, et de s'attarder également sur le présent, bien sûr, et l'avenir de la 4e chaîne de télévision aujourd'hui en France. Bonsoir à vous, Olivier Mercier. Bonsoir Christophe Paco. Important de souhaiter un bon anniversaire à une télévision qui nous est chère ici à Monaco. Télé Monte Carlo, toute une histoire, 70 ans fêtés hier soir en présence du prince souverain. Ça nous fait remonter plein de souvenirs, hein, vous aussi j'imagine Olivier. Ah bah oui, moi parce que j'ai quasiment fait la moitié des 70 ans ici sur le site de Monaco. Donc effectivement, oui, beaucoup de souvenirs, beaucoup de très bons souvenirs, passionnants. Je parle du prince Albert II qui est avec vous, qui est à vos côtés. On se souvient que la première personne à appuyer sur le bouton pour déclencher, c'était le prince Régnier ? Absolument. Alors, à l'origine du projet, enfin la genèse du projet de Télé Monte Carlo, c'était dessiné déjà dès la fin des années 40. C'était un certain Charles Michelson, qui est un homme d'affaires français, qui était un pionnier de la radio et de la télévision en Europe, qui avait eu cette idée et qui avait créé les conditions de création de cette télévision. Et c'est ensuite sous l'impulsion et par la volonté du prince Régnier III que ce projet s'est concrétisé. Et effectivement, c'est le 19 novembre 1954, donc le jour de la fête nationale, que le prince Régnier III a inauguré officiellement Télé Monte Carlo. Donc depuis créé avec toujours l'idée de mettre Monaco dans le sud de la France. Depuis le Montagel a été reçu donc par les Azuréens jusque même à Marseille, Menton, Toulon, etc. Dès ces premières années, Télé Monte Carlo, qui finalement était en situation de monopole parce qu'à l'époque la RTF ex-ORTF, future ORTF, n'émettait pas encore sur le sud de la France, donc ce qui mettait finalement Télé Monte Carlo dans une situation de monopole. Un peu comme la radio à l'époque, oui, vous avez raison, oui. Voilà, et en fait, très vite, en fait, des années 60, 50, 60, 70, qui était vraiment l'âge d'or de Télé Monte Carlo, proposait des programmes extrêmement riches, faits de séries, de films, de jeux, de variétés. Ah oui. Voilà, donc c'était déjà une généraliste qui avait une capacité à proposer des programmes très riches et très variés. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Olivier Mercier, TMC garde cet outil de rayonnement pour la principauté à travers le monde, avec la diffusion qui se fait maintenant sur tellement de réseaux, tellement d'applications? Bien sûr, aujourd'hui TMC est une chaîne nationale diffusée sur l'ensemble du réseau français à travers la TNT, le câble satellite. C'est devenu une chaîne très puissante, on appelle une chaîne premium, mais évidemment si TMC, son ADN reste évidemment Monaco, monégasque, même si aujourd'hui la ligne éditoriale est très généraliste et une volonté d'être très fédératrice, réunir le plus grand nombre le plus large public possible. Évidemment, aujourd'hui, la principauté Monaco reste indéfectiblement associée à la marque TMC. Cette marque, elle rayonne, cette marque, elle est très puissante. Et à travers le succès de cette chaîne en France, mais qui est aussi diffusée en Suisse
et au Luxembourg, et maintenant sur une plateforme digitale TF1+, qui est visible très très largement. Évidemment, Monaco, la principauté, à travers le succès de la marque TMC, continue à rayonner. Et je pense que c'est une évidence pour tout le monde, quoi. TMC égale Monaco. Il y a encore beaucoup d'équipes ici à Monaco. Vous avez toujours une production sur le site monégasque? Alors, le site monégasque, oui, bien sûr. Aujourd'hui, le site monégasque, c'est un centre de diffusion. Ce sont 40 collaborateurs qui travaillent au quotidien pour produire le signal de TMC. Pas que, on produit ici aussi, on opère la diffusion également d'une autre chaîne du groupe TF1 qui s'appelle TFX. Donc en fait, le site de TMC est aujourd'hui un site de diffusion. Donc on a 40 techniciens qui opèrent la diffusion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, qui pilotent une station, une plateforme technique de très haut niveau. On a ici des techniciens qui sont des techniciens de très haut niveau, et c'est 70 ans d'expérience qui est reconnu par le métier, par l'ensemble des acteurs. Avec des émissions aujourd'hui comme Quotidien qui cartonnent bien sûr, ou encore les retransmissions d'événements sportifs à l'image du championnat du monde de handball. Pour être complet, l'avenir avec le groupe TF1 pour TMC, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on préfigure? Je pense qu'aujourd'hui TMC performe à la fois sur l'ensemble de ses réseaux de diffusion. Évidemment, sa locomotive, c'est Quotidien. Quotidien, c'est le premier talk show de France. C'est plus de 2 millions de téléspectateurs par jour, parfois même jusqu'à près de 3 millions. Donc c'est un énorme succès. TMC, comme vous le disiez, c'est la 4e chaîne nationale sur cible publicitaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, nos ambitions, c'est de rester aussi performants, de continuer évidemment à développer notre audience, à la conserver et à la développer sur le linéaire, mais aussi à être contributeur de cette volonté de développement de l'ensemble des programmes de TF1 sur sa plateforme digitale, puisqu'aujourd'hui, évidemment, les modes de consommation évoluent énormément. Donc l'idée, c'est d'être présent partout, et donc l'ambition de TF1 à travers cette plateforme TF1+, c'est d'être la première plateforme de contenu digital gratuite, et donc on pense et on le sait d'ailleurs, que les programmes de TMC, notamment Quotidien, performent énormément sur cette plateforme digitale. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment 2 axes. C'est renforcer et continuer à développer notre puissance sur le linéaire, et de se développer aussi sur le digital à destination de tous les consommateurs de contenu qui peut-être consomment différemment la télévision aujourd'hui. Et au nom de toute l'équipe de Monaco Info ici, on vous souhaite encore une fois un très bel anniversaire, un très bon 70 ans pour cette télévision qui nous est proche ici dans notre histoire Télé Monte Carlo, TMC aujourd'hui. Merci Olivier Mercier. Merci Christophe, merci Monaco Info. Instant douceur et plaisir dans ce journal avec la présentation d'Anour Chocolat, un univers où chaque création raconte une histoire et célèbre le partage. Découverte d'une toute nouvelle marque aux saveurs authentiques et au raffinement digne des plus grandes maisons de chocolat. Le reportage est signé Vanessa Dessy avec des images de Camille Caloni. Mêlant raffinement et authenticité, Anour Monaco Chocolat incarne l'essence même de l'élégance monégasque. Fondée avec la volonté de sublimer l'art du chocolat, la marque propose des créations d'exception. C'est une collection niche et qui est surtout conçue pour les amateurs du chocolat à déguster, à partager, pour les passionnés, pour beaucoup d'émotions dedans. C'est vraiment un Born in Monaco chocolate exclusive brand. Il y a les bonbons qui sont un petit peu plus pour les goûts délicats. C'est une collection assez élégante, je trouve, assez raffinée
et beaucoup d'émotions dedans, beaucoup de partage, beaucoup de réconfort. Chaque tablette, chaque praline est une invitation au voyage, un équilibre parfait entre tradition et innovation. Anour Monaco Chocolat met en valeur des saveurs délicates, des textures fondantes réalisées à partir des meilleurs ingrédients, soigneusement sélectionnés à travers le monde. Beaucoup de travail derrière les détails. Les saveurs surtout. J'avais envie de mélanger un petit peu beaucoup de goût, beaucoup d'épices. On a beaucoup d'herbes, beaucoup des saveurs un petit peu boisotées. Le sucre a été très bien travaillé pour l'équilibre du sucre dans ce chocolat. La tablette idéale, c'est une tablette magnifique avec ce confit d'orange de Corse à l'intérieur, conçu pour les amateurs du chocolat noir. Beaucoup d'essais, j'ai fait beaucoup de dégustations en famille, en proches, et ce travail il a été élaboré de cette manière. Anour Monaco Chocolat est disponible uniquement en ligne, mais des futurs partenariats sont envisagés en principauté. Comme tous les lundis et mercredis, plaisir de retrouver ceux qui font Monaco aux côtés de Christinda Petit-Homel qui nous conduit aujourd'hui sur les quais du port de Fontvieille. Je me trouve aujourd'hui sur le port de Fontvieille pour vous parler d'un établissement mythique à Monaco qui ne connaît pas le Gerhard's Café. Alors l'établissement se trouve juste derrière moi. Dans un instant, vous allez pouvoir entendre le propriétaire des lieux. Mais pourquoi le Gerhard's Café est aussi célèbre? La réponse. La convivialité principalement. Les gens, il faut qu'ils se rendent compte. Donc c'est un endroit, je voudrais dire déjà, sur l'emplacement idéal parce qu'il y a beaucoup de marins qui viennent. Il y a très peu de touristes, mais surtout les résidents monégasques qui connaissent cet endroit. Et comme les marins, il y a aussi les propriétaires des bateaux. Donc il y a toutes les catégories des gens. Riches, pauvres, travailleurs, milliardaires, il y a tout le monde qui vient, tout le monde est bienvenu. Des fois, tu vois les propriétaires avec ses copains et à côté, il y a l'équipage. J'habite effectivement avec ma petite famille sur les bateaux depuis 17 ans. Et les pieds marins, c'est parce que moi, j'adore la mer. Moi, j'ai toujours navigué quand j'étais jeune. Là, un peu moins parce que le bateau est devenu un houseboat. C'est très difficile à déplacer un bateau parce qu'il y a plein d'affaires à ranger, surtout quand vous avez un petit enfant. Donc, il est joué partout. À la clientèle, je propose surtout un cocktail bar, les petits déjeuners le matin avec les cafés à l'italienne. Il y a quelques snacks, mais c'est-à-dire ça c'est limite parce qu'on n'a pas la licence restaurant. Sur un buffet à midi. À la carte, c'est des croque-monsieur, des pizzas, des trucs comme ça. Parce que les gens, quand ils boivent, il faut aussi qu'ils mangent. S'ils boivent seulement, ça ne va pas durer longtemps. Et on doit les recommander des sorties. Alors, il vaut mieux leur donner quelque chose à manger. Oui, ça marche très fort, pratiquement tous les jours de la semaine. Après, il y a un petit creux parce que les gens, ils partent plutôt dans les restaurants qui veulent manger bien. Qui s'y trouve bien, il est en bonne compagnie, il ne veut pas changer l'endroit, donc il reste, il mange une petite pizza ou autre chose, des saucisses avec la salade et pommes de terre. Et après ça, il y a un retour vers 11 h, des gens qui ont déjà mangé ou des gens qui veulent sortir plus tard. Alors vous l'aurez donc compris, si vous cherchez un endroit où on vous accueille comme à la maison, toujours avec le sourire, un endroit convivial et festif, c'est ici au Gerhard's Café que vous pouvez venir prendre soit votre petit déjeuner, soit votre café ou l'apéritif. Le Gerhard's vous accueille tous les jours, 7 jours sur 7, dès 7h30 du matin et ce jusqu'à 3h du matin. Et juste avant votre météo préparée ce soir par Alban Gingembre, comme le veut la tradition, on termine ce journal en images avec les instantanés du jour consacrés à l'entraînement de notre équipe de tennis de Coupe Davis en vue de la rencontre samedi dimanche prochain entre Monaco et le Portugal. Match à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne dès samedi 11 h. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain 19 h pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, le soleil nous quitte demain pour laisser place à de la grisaille et de la pluie. L'atmosphère sera perturbée toute la journée en principauté avec un ciel couvert et de fortes averses. Et puis du vent avec des rafales pouvant atteindre les 45 km/h. Côté température, le thermomètre affichera 10 degrés le matin et 11 degrés l'après-midi. Et en ce jeudi 30 janvier, nous fêterons les Martines. Et la citation du jour, « Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort », des mots de Gandhi, décédé un 30 janvier 1948. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.